It's tea time. Let's go. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Live. Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis pas à l'aise avec le principe de l'appeler vidéo gossip pour le coup parce qu'on va parler de quelqu'un qui est décédé. Et comme je vous disais la semaine dernière, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, notamment parce que c'était le 20e anniversaire de sa mort. Il s'agit d'Aaliyah. Alors franchement, je ne sais pas du tout où je vais avec cette vidéo parce que je pense qu'elle va être longue, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'ai fait un énorme travail de recherche qui m'a donné des migraines, mais vous savez même pas à quel point. Car pour ceux qui commencent déjà à me connaître, vous avez remarqué que dans mes vidéos, j'aime bien développer à fond. Enfin, quand je traite d'un sujet, je vais vraiment fouiller. Je suis une vraie fouine. Tout cela dans le souci de vous donner un contenu qualitatif et le plus minutieux possible. Donc je vais arrêter de tergiverser. Donc écoutez, lançons-nous dans la vidéo. Aaliyah, de son nom complet Aaliyah Houghton, est née le 16 janvier 1979 à New York dans le quartier de Brooklyn, mais elle a grandi à Détroit dans le Michigan. Sa mère, Diana, est également chanteuse. À l'âge de 10 ans, sa mère l'inscrit à l'émission de télé Star Search. Malgré qu'elle ne gagne pas dans l'émission, elle sera quand même conviée à rejoindre sa tante, qui n'est ni plus ni moins que Gladys Knight, pour assurer la première partie de ses shows à Las Vegas alors qu'elle n'a que 11 ans. Parallèlement à tout ce qu'elle entreprendra au niveau musical, elle continue ses études à la Detroit High School for the Fine and Performing Arts, dont elle sera diplômée en 97. Donc affaire de famille, pourquoi? C'est l'oncle d'Aaliyah lui-même, Barry Hankerson, qui va prendre Aaliyah sous son aile. Lui, il a déjà son propre label qui s'appelle Blackground Records, et ce dernier va signer un contrat avec la maison de disques Jive Records, et il prendra Aaliyah sous son propre label Background quand elle aura seulement 12 ans. Et à ce moment-là, elle va faire la rencontre de R. Kelly. Donc, sous les commandes de son oncle, elle va enregistrer son tout premier album qui sera produit et écrit par R. Kelly, devenu entre guillemets son mentor. L'album s'appelle Age and Nothing But a Number et il est publié au label donc Jive et Blackground Records. Aux États-Unis, il sera certifié 2 fois disque de platine et disque d'or au Canada, et les singles Back and Forth et At Your Best seront également certifiés disque d'or aux États-Unis. Donc gros succès pour une jeune adolescente. Mais là déjà on va noter un problème, en fait un truc qui va quand même interpeller, en tout cas qui aurait dû interpeller sur le moment. Quand on regarde quand même certaines paroles, alors attendez, je vous les ai quand même traduites, je suis gentille, on va en lire quelques-unes. L'âge n'a rien d'autre qu'un nombre. Bon, déjà c'est le titre de l'album. D'ailleurs sur la pochette on voit R. Kelly en fond. Laisse-moi te montrer l'extase. Je suis tellement en toi. Bébé, ne vois-tu pas que j'ai un faible pour toi? J'aime vraiment la façon dont tu fais les choses que tu fais. Prends le contrôle sur moi. Réalise mes fantasmes. Tu m'excites vraiment et tu l'as compris. Bizarre. Nicolas. L'album a été produit sur un certain laps de temps, donc si on comprend bien, son oncle l'a signé quand elle avait 12 ans. Donc à 12 ans, elle a été présentée à R. Kelly. Ils ont mis, je crois, à peu près 2 ans à faire cet album. Donc on a quand même une Aaliyah qui a entre 12 et 14, 15 ans. Donc déjà, petit point, pourquoi ça n'a choqué personne? Pourquoi ça n'a alerté personne à cette époque-là? Bien parce que déjà, pour commencer, on ne connaissait pas l'âge d'Aaliyah. Lors d'interviews, elle ne voulait pas dire son âge. For the record, you are how old? That's a secret. Women doesn't disclose. Apparemment, elle ne voulait pas qu'on sache son âge parce qu'elle voulait être reconnue pour sa voix, pour son talent, pour sa personne, sans qu'on forcément lui colle l'étiquette de l'ado, tout simplement. Et d'ailleurs, lors de cette interview là, dont je vous ai montré l'extrait, on peut voir quand même que R. Kelly et Aaliyah, on dirait un peu un espèce de couple entre guillemets jumeaux. Ils matchaient toujours leurs vêtements lors d'interviews, de séances photos. Ils étaient très proches. R. Kelly disait que c'était sa meilleure amie. Elle, pareil. No, we're not. We're just very close. He's my best friend. Yeah, cool. Now, who found her?
in the whole wide world. Il y a vraiment une grande complicité entre eux. Et comme je vous dis, à l'époque, on est donc dans les années 90, c'était un petit peu monnaie courante en fait d'avoir des très jeunes chanteuses chanter avec des hommes plus âgés, avec des paroles assez explicites. On se rappelle par exemple du duo entre Foxy Brown et Jay-Z, alors qu'elle avait seulement 15 ans, lui 27, le même âge qu'R. Kelly et Aaliyah au final. C'était le titre Ain't No. Ça n'a pas interpellé plus que ça. Encore une fois, quand on regarde un peu des titres des années 70, 80, 90, c'était pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Il faut déjà bien garder ça en tête. Et on a le magazine Vibe qui a consacré tout un article à R. Kelly et Aaliyah qui est paru en décembre 94 où là ils ont balancé l'histoire du mariage entre R. Kelly et Aaliyah. Dans cet article, on a par exemple un témoignage d'un écrivain graphiste qui s'appelle Upski Wimsatt. Et lui en fait, il raconte qu'il a passé une journée entière avec R. Kelly et Aaliyah. Il a dit comme quoi qu'eux, ils s'entendaient à merveille, qu'ils étaient très complices, qu'ils étaient tout en train de se regarder dans les yeux, un peu langoureusement. Ils flirtaient en gros publiquement, ils se tenaient la main, mais ne les a pas vus s'embrasser. R. Kelly lui disait que c'était sa meilleure amie et que c'était une personne très très spéciale. Dans cet article, on a aussi le journaliste Jamie Foxx Brown, qui lui par contre affirme qu'R. Kelly lui a dit qu'il était avec Aaliyah et qu'ensemble c'était magique. Il dit aussi que Aaliyah était tout le temps en train de traîner chez R. Kelly, elle avait toujours ses lunettes et sa casquette, elle sortait son chien, et selon les gens du label, il disait que leur relation était platonique. Jusqu'à ce qu'une source du label contacte le magazine Vibe pour dénoncer ce qu'il appelait une indignation morale. Et c'est donc, comme je vous disais, ce magazine qui a balancé le mariage d'R. Kelly. Donc ils nous ont mis le certificat de mariage, qui d'ailleurs est assez intéressant. On apprend donc que le 31 août 1994, R. Kelly a épousé Aaliyah. Comme la législation américaine de l'État de l'Illinois interdit le mariage pour les moins de 18 ans, eh bien R. Kelly il a fait falsifier les documents d'Aaliyah, ses documents d'identité, en mettant qu'elle avait 18 ans. Donc il s'avère qu'en fait, à ce qui paraît, Aaliyah était enceinte et R. Kelly l'aurait donc épousée pour lui donner l'autorisation de se faire avorter. Et par la même occasion, de se protéger si jamais il y avait des répercussions. Vous voyez? Naturellement, tout ça pour pas que les parents d'Aaliyah soient au courant. Ça va pas dans ta tête? Sauf que naturellement, ils ont été au courant et ils ont fait annuler le mariage en 1995. Alors, est-ce que ça a choqué la mère, le père, l'oncle? L'oncle en tout cas, oui. Pour la mère, on en parlera plus tard de sa mère à Aaliyah. Toujours est-il que l'oncle a juste apparemment, d'après ce qu'on dit, pété un plomb quand il a appris la nouvelle. Du coup, Aaliyah a été envoyée en Europe pour faire une tournée à travers l'Europe et le Japon également, histoire de tasser un peu l'affaire et de les séparer un petit peu les deux. De son côté d'ailleurs, Aaliyah niera toujours sa relation et son mariage avec R. Kelly. 3 years ago, there was this terrible rumor out. What is the deal with you and R. Kelly? Are you all married or not? No, I'm not married. Robert's doing his thing, I'm doing my thing. He's a great producer, great artist who I do admire, and there's nothing there at all. En 1996, Aaliyah quitte Jive Records et signe avec Atlantic Records. Et là, elle va faire la connaissance de Timbaland et Missy Elliott. Je pense que vous les connaissez quand même. Ensemble, ils vont former un magnifique trio, ils vont bosser ensemble sur son nouvel album One in a Million. Cet album sera certifié double disque de platine. Et en 1997, Aaliyah deviendra même le porte-parole de la marque Tommy Hilfiger. Elle contribue également à l'album du film Anastasia, du coup en 1998. À seulement 18 ans, Aaliyah va aller défendre ce film aux Oscars où elle va chanter Journey to the Past. Bon, naturellement, cette année-là, il y avait aussi Céline Dion qui s'est pointée avec My Heart Will Go On. Donc forcément, bon bah, elle perd face à Céline Dion. Mais en tous les cas, ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'elle va devenir du coup la plus jeune femme à chanter à la cérémonie des Oscars. En 1999, elle va décrocher un rôle dans Roméo doit mourir aux côtés de Jet Li. Et là, c'est là où je l'ai découverte en fait. Il va y avoir le titre Try Again qui est dans la bande originale du film, qui va être
un succès fou. Fin 2000, elle part en Australie plusieurs mois pour tourner le film La Reine des damnés, dont elle tient le rôle principal, où elle interprète dedans une déesse égyptienne, il me semble, vampire. Le film sortira après sa mort, le 22 février 2002. Et pendant le temps qu'elle passe en Australie, elle va également travailler sur son 3e album, l'album Aaliyah. Donc du fait qu'elle a enregistré pas mal de morceaux en Australie pendant également qu'elle tournait donc La Reine des damnés, cette fois-ci la collaboration avec Missy Elliott et Timbaland a été assez compliquée, ils n'ont pas pu se rencontrer en studio, mais néanmoins ils vont quand même travailler sur les chansons We Need a Resolution, More Than a Woman et I Care For You. Elle est également prise pour tourner dans le 3e volet de Matrix. Oh, là j'étais juste dégoûtée. Le tournage de Matrix Révolution a débuté en mars 2001. Elle a seulement commencé à tourner les scènes du personnage de Z en mai 2001 et elle était censée revenir début 2002 pour finir ses scènes. L'album Aaliyah sort d'abord au Japon le 7 juillet 2001, puis aux États-Unis le 17 juillet chez Black Crown Records et Virgin Records. Il est certifié disque d'or et meilleur album de l'année. Normal, même moi je l'ai. J'avais pas acheté les 2 autres, mais celui-là, obligé, je l'avais acheté. J'adorais les sons qu'il y avait dans... Oh, cet album est magnifique, il est juste magnifique. Alors, on va commencer à rentrer dans le sujet qui fâche. Un des titres de l'album s'appelle Rock the Boat. Aaliyah est partie aux Bahamas pour tourner le clip de cette chanson et là on sait tous comment ça s'est terminé. Le 25 août 2001, juste après le tournage du clip, Aaliyah ainsi que 8 autres membres de son équipe embarquent sur un avion bimoteur du type Cessna 402B à l'aéroport de Marsh Harbor sur les îles Abacos, qui devait la ramener à Opa-locka à Miami et l'avion s'est écrasé. Je reviens sur le crash après. Les funérailles d'Aaliyah seront célébrées à l'église Saint-Ignace de Loyola à New York. Concernant le film La Reine des damnés, en fait ils étaient encore en post-production lors du décès d'Aaliyah. Du coup il y avait certaines répliques qui étaient perdues. En fait ça arrive souvent quand on tourne un film. Après en post-production on n'entend pas bien les répliques. Du coup ils ont fait appel aux frères d'Aaliyah pour venir faire la doublure sur certaines scènes. D'ailleurs j'ai vu une interview de son frère Rajad qui disait que c'était un peu bizarre mais qu'au final il était content d'avoir contribué au film dans lequel jouait sa sœur. C'était une manière un peu thérapeutique aussi de faire son deuil. Donc voilà, sa voix plus sombre et plus menaçante collait bien au personnage qu'elle interprétait. Ils ont réussi à marier leurs 2 voix. En ce qui concerne Matrix, naturellement ça a complètement perturbé le tournage. Du coup ils ont dû très vite la remplacer et c'est donc la fille de Marvin Gaye, Nora Gaye, qui a obtenu le rôle. Et les scènes avec Aaliyah naturellement ont été supprimées. Lors d'une interview à Paris, l'une de ces dernières, en juillet 2001, elle faisait part de ses projets et en fait elle avait prévu de concevoir une ligne de vêtements et d'accessoires avec un ami. Donc ça le prévoyait peut-être pour 2002 et elle voulait aussi s'inscrire à la fac, faire une pause donc dans sa carrière pour étudier l'égyptologie. En 2002, pour son album posthume, son best-of I Care For You, il y a un hommage qui lui est rendu avec le clip I Miss You. Quand j'ai vu ce clip, j'avais juste envie de pleurer à l'époque. Ça commence en fait par une introduction dite par DMX qui a très mal vécu le décès d'Aaliyah. Ils étaient très proches, ils avaient travaillé ensemble sur Roméo doit mourir et également sur un titre. On peut voir plein d'artistes dans ce clip. Il y a Missy Elliott, il y a Tweet, Timbaland, Tony Braxton, plein d'artistes qui lui rendent hommage. Après des années de bataille juridique concernant la disponibilité des titres d'Aaliyah en streaming, et bien écoutez, c'est cette année, en 2021, que la musique d'Aaliyah est enfin disponible après donc plus de 20 ans d'attente. C'est donc l'oncle d'Aaliyah, Barry Ankerson, qui a enfin conclu un accord de distribution avec Empire, qui a amené son catalogue au service de streaming à partir du 20 août de cette année. Maintenant, on va parler du crash. Alors, donc, c'est là où c'est la partie la plus frustrante de ma vidéo, je vous le cache pas, parce que j'ai recueilli tellement d'informations que je juge toutes importantes, que ça va être impossible en fait de vous les mettre dans cette vidéo. C'est là où je me dis que si on était plus nombreux sur cette chaîne, je ferais des lives où on fouine ensemble, on débat ensemble justement. Alors avant toute chose, il faut déjà
préciser que Blackground Records, donc l'un des labels d'Aaliyah, a signé un contrat le 20 août 2001 avec Instinct Productions. À la tête de cette production, nous avons le réalisateur Hype Williams. Donc ils ont signé un contrat pour qu'il réalise le clip Rock the Boat. Déjà, il faut savoir que Atlantic Flight Group a été embauché par Instinct Productions. Atlantic Flight Group s'est occupé justement de gérer tous les charters, les avions qui ont été nécessaires pour ramener toute l'équipe de Miami jusqu'aux Bahamas. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà à l'aller, ça s'est mal passé. Déjà à l'aller, les personnes de l'équipe d'Instinct insistaient pour ne pas peser la cargaison en fait. Donc déjà ils ont voulu douiller les pilotes. Il y en a un déjà qui ne s'est pas laissé faire, qui ne s'est pas laissé intimider par l'équipe et qui a dit non, on doit peser. Il s'avère que déjà c'était en surpoids. Il fallait 2 avions de plus et pas un comme ils avaient réservé au début. Ensuite, Aaliyah a fait son tournage, tout ça. Elle devait repartir le dimanche à cause du retard qu'il y a eu grâce à tous ces problèmes d'avion. Mais un délire quoi, ils ont carrément envoyé les avions au mauvais endroit alors que c'était pas là. Enfin bref, je vous dis, je peux pas malheureusement rentrer trop dans les détails. C'est dommage parce que c'est intéressant. Peut-être un jour, je vous dis, dans un live, on reviendra sur l'histoire du crash d'Aaliyah. Mais en tous les cas, voilà, ça s'est pas bien passé. Elle devait donc repartir le dimanche. Finalement, elle pouvait repartir le samedi. Sauf que l'avion qui avait été préparé pour elle n'était prévu que le dimanche. Du coup, il a fallu trouver un autre avion. Donc ils ont, on ne sait pas pourquoi, fait appel encore à une autre société qui avait des tout petits avions pour venir la chercher le samedi à 16h30. Elle était prête à l'aéroport avec sa petite équipe. Et déjà, sachez que le pilote Luis Morales avait été embauché seulement 2 jours avant dans cette compagnie, qui était la compagnie Black Hawk. Normalement, c'était même pas lui de piloter cet avion. Il n'était pas autorisé à le piloter. Ça aurait dû être le président de Black Hawk qui devait piloter lui-même. Il ne l'a pas fait. Et finalement, il est arrivé un peu plus tard. Il est arrivé à 18h15 à l'aéroport de Marsh Harbor. Et pareil, on lui a fait le coup de ne pas peser les bagages. Or, apparemment, tous ceux qui étaient présents ont bien vu qu'il y avait beaucoup trop de matériel vu la taille du petit avion. Et là, c'était vraiment le plus petit qu'ils aient jamais vu parce que c'était pas ce genre d'avion avec lesquels ils étaient arrivés. Donc encore une fois, je vous dis, Atlantic Flight Group qui bookait tous les avions n'ont pas pris cette fois-ci la même compagnie que les autres qui avaient déjà fait les vols d'aller. C'est bizarre, on ne sait pas pourquoi ils ont pris eux finalement. En tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que déjà il y avait le garde du corps d'Aaliyah ainsi qu'une autre personne qui était assez costaud on va dire et qui ont été placés à l'arrière de l'appareil. Il y a également donc plein de matériel vidéo, de son et bagages qui ont été mal répartis dans l'avion et qui a donc provoqué le crash même pas 1 minute après qu'il ait décollé du sol. Donc je vous dis vite fait quelques points que j'ai recueilli dans le rapport d'accident aircraft du 30 août 2006. Donc il a été démontré après enquête que le chargement en passagers et bagages dépassait de plus de 426 kg la capacité de l'avion, le rendant difficilement manœuvrable en vol. Selon le docteur Raju, responsable des autopsies, Aaliyah est morte de graves blessures et d'un coup violent à la tête. De plus, il précise qu'Aaliyah souffrait de problèmes de cœur et qu'un rétablissement aurait probablement été impossible si elle avait survécu au crash. Donc comme je vous dis, le pilote Luis Morales avait été embauché seulement 2 jours avant. Et également dans son corps, il a été rapporté qu'il avait des traces d'un métabolite de la coco, on va dire ça comme ça, et également de l'éthanol, donc autrement dit de l'alcool dans son estomac. 2 témoins oculaires ont rapporté que le pilote ainsi que le coiffeur Dodd et le garde du corps Gaylin étaient en vie lorsque les secours sont arrivés sur les lieux de l'accident, mais ils ont tous succombé plus tard à leurs blessures. Les passagers étaient pressés de partir. Le pilote a falsifié l'expérience dans son carnet de bord sur ce type d'avion. Du coup, la société qui l'employait, Black Hawk International Airways, n'était pas autorisée à affecter ce pilote à titre de commandement de bord parce qu'elle n'avait pas le pouvoir d'utiliser un deuxième pilote. Et oui, en fait, Black Hawk, c'est une toute petite structure avec normalement un seul pilote, Monsieur Chacon. C'est lui, normalement, qui effectuait les vols. Or là, il a délégué ça à Luis Morales. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur Chacon, c'est pas non plus, si vous voulez, le meilleur pilote qu'il y avait à contacter. Le gars, il a quand même failli casser des ailes d'un autre avion lors d'un atterrissage une fois précédente. Il a également des histoires de fraude, des trucs un peu louches dans son passif. Donc bon, quoi qu'il arrive, Black Hawk, c'était pas la meilleure compagnie à contacter pour ramener Aaliyah chez elle.
Bref. Et concernant donc Luis Morales, quand bien même il avait trafiqué son CV, lui demander un extrait de casier judiciaire aurait été judicieux. Le 7 juillet 2001, donc même pas 2 mois avant le crash, il avait été arrêté avec des morceaux de crack dans sa voiture et apparemment il aurait déclaré qu'il était dans la région pour acheter de la coco en poudre pour un ami. Donc si vous voulez, il y avait tout pour qu'elle se plante, hein. Si ce n'est ne pas monter dans ce foutu avion. Alors déjà la petite question qu'on va quand même tous se poser, c'est mais pourquoi ils étaient aussi pressés? Pourquoi ils pouvaient pas finalement attendre le lendemain? Aaliyah avait rendez-vous le soir même avec le rappeur Freeway et Just Blaze pour enregistrer un remix de More Than a Woman. Donc déjà il y a eu un premier procès, donc les plaintifs étaient Diane Houghton, donc autant pour moi depuis tout à l'heure je l'appelle Dana alors que c'est Diane, donc la mère d'Aaliyah, ainsi que son mari Michael Houghton. S'est joint à eux Virgin Records, Instinct Production. Ils ont donc porté plainte contre Atlantic Fight Group, donc ceux qui s'occupaient de booker les vols d'Aaliyah, et contre également Black Hawk, donc la petite entreprise qui a donc embauché le pilote Luis Morales. Alors la conclusion de cette plainte, de ce jugement qui a eu lieu, elle est sous scellé, donc on ne sait pas. On a aussi Barry Sons, l'oncle d'Aaliyah, qui a également voulu porter plainte. Alors lui c'était contre Hype Williams, en fait contre Instinct Production, sauf que ils ont perdu. La conclusion de la plainte, après appel et tout, a été rejetée. Il y a également eu des gros problèmes entre Blackgrounds et Virgin Records. Il est quand même souligné que Virgin Records adore faire des coupes dans le budget. Est-ce que c'est pas finalement à cause d'eux qu'Aaliyah a dû embarquer dans un tout petit avion au lieu d'un avion plus grand? Mais qui dit plus grand dit plus cher. Par exemple, c'était à eux en fait de prendre en charge la facture des pompes funèbres qui se sont occupées de tous les corps en fait qu'il y a eu lors du crash. Sauf que finalement, non, finalement ils n'ont rien voulu payer. C'est le chanteur Maxwell qui a réglé les funérailles d'Aaliyah. Voilà, donc comme je vous dis que quand Aaliyah est décédée, tout le monde a attaqué tout le monde en fait. Il y a eu des procès à tout va. Ce qui est intéressant, c'est que on a eu là, récemment, cette année, donc 20 ans plus tard, de nouvelles révélations. Alors ça devient un peu bizarre. En février 2020, il y a un homme d'une trentaine d'années qui s'appelle Kingsley Russell, qui en fait a malheureusement été témoin, d'après ce que j'ai compris, du crash de Kobe Bryant, qui est décédé avec sa fille en février 2020. Et là, bizarrement, ce crash l'a fait se souvenir du crash d'Aaliyah. Donc il était présent à l'époque, il avait 13 ans. Et en fait, sa belle-mère, qui s'appelle Louise McIntosh, tenait une société de taxi. Et en fait, c'est cette société-là qui était chargée de transporter Aaliyah en voiture sur l'île lors du tournage de son clip Rock the Boat. Et également, je crois, il tenait aussi l'hôtel. Il lui faisait à manger, tout ça. Donc il y avait 2 conducteurs, Louise McIntosh et également une autre femme, Annie Russell. Donc en fait, les deux ont ramené les taxis à l'aéroport. Et même elles se sont rendues compte que le poids, c'était trop. Et Kingsley Russell, il avait que 13 ans, il était en charge de justement prendre les bagages et les donner au pilote quoi. Donc déjà tout le monde s'est dit ça va pas, c'est beaucoup trop. Dans une vidéo qui était sur YouTube, je dis bien qui était sur YouTube, donc en février 2020, Kingsley Russell déclarait que au moment où ils sont arrivés donc à l'aéroport, Aaliyah ne voulait pas monter dans l'avion. Elle l'aimait pas. Déjà à la base, Aaliyah a très peur de l'avion et encore plus des petits avions et qu'elle avait mal à la tête. Il l'a même entendu parler avec son copain au téléphone. Donc son petit copain de l'époque était le rappeur Damon Dash, où elle disait justement je ne veux pas monter dans cet avion, je le sens pas. Donc il dit qu'elle avait très mal à la tête, que quelqu'un de son équipe lui a donné une pilule et qu'elle s'est endormie pendant 30 minutes et on l'a réveillée avant de monter dans l'avion. On l'a réveillée, ce détail est très important. Et il précise que tout le monde était un peu sur le qui-vive à regarder l'avion décoller parce que trop de poids, ils le savaient tous. Mais ce qui est très bizarre avec ce Kingsley Russell, c'est que son témoignage va changer quelques mois plus tard. On a une femme qui s'appelle Cathy Ian Lolly, qui a sorti un livre qui s'appelle Baby Girl Better Know as Aaliyah, qui est paru le 17 août 2021. Et dans son bouquin, justement, elle a recueilli le témoignage de Kingsley Russell qu'il a fait auprès d'elle. Il dit que Aaliyah donc avait mal à la tête.
qu'on lui a donné une pilule et qu'elle est tombée dans un profond sommeil. Et qu'en fait, elle a été transportée dans l'avion pendant qu'elle dormait. C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Ça n'est même tellement pas la même chose qu'il y a justement une youtubeuse qui s'appelle Dawn the Rabbit. Elle a posté justement une vidéo où elle met le doigt sur ce détail. Et bah bizarrement, elle a reçu un avertissement de YouTube comme quoi qu'elle avait une plainte d'un certain Kingsley Russell. Et l'interview, la vidéo dans laquelle il disait qu'elle s'était réveillée avant de monter dans l'avion, bizarrement elle a disparu de YouTube. Deuxièmement, j'ai noté un autre point qui me donne pas du tout confiance au témoignage de ce garçon, c'est que il dit qu'Aaliyah est en train de parler avec son petit ami avant de monter dans l'avion. Il n'a jamais été rapporté que Dash avait parlé avec Aaliyah avant qu'elle monte dans l'avion. Il a même dit qu'il s'était texté sur les Blackberry, il y avait des Blackberry à ce moment-là, et qu'il s'était texté. Donc comment Kingsley Russell a pu entendre Aaliyah parler au téléphone avec son copain alors qu'apparemment il ne lui parlait pas, il s'envoyait des messages. Ça colle pas en fait. Pourquoi changer sa version à si peu de temps d'écart? Eh bien si vous voulez mon opinion, Katie Ian Lawley allait sortir un livre et qu'elle voulait peut-être avoir une info choc pour donner une plus-value à son bouquin et le témoignage de ce garçon était en gros l'idéal parce que selon elle, conclut enfin l'histoire à sa façon en disant que finalement Aaliyah c'était vraiment pas de sa faute qu'elle soit dans l'avion, elle l'a pas décidé, elle était endormie. En fait, qu'est-ce que ça change si ce n'est vouloir vendre ton livre? Je suis désolée, hein. Là pour le coup, je me permets de donner mon avis parce que je trouve ça bizarre en fait. Avant que son bouquin sorte, le gars disait une chose, dès que son bouquin va paraître, le gars il change de version. Il y a un truc qui va pas pour moi. Enfin, moi, du coup, si vous voyez là-dedans, la question que je me pose, c'est à qui profite le mytho en fait. Cette année, on a également donc toujours son petit copain Dash qui dit que dans une interview, Lenny Kravitz apparemment avait envoyé un jet pour Aaliyah. Donc si on comprend bien, selon Dash, c'est Hype William, donc le directeur de la vidéo, qui a profité du jet et qui a laissé Aaliyah partir dans une poubelle en fait. Ceci dit au passage, Hype Williams n'a jamais voulu commenter l'histoire après le crash. Mystère. Donc comme je vous disais, Dash, c'est important de mettre un petit peu la lumière sur lui à ce moment de la vidéo parce que en fait Dash, quand il a rencontré Aaliyah c'était comme je vous dis la lumière montante. Beyoncé elle était encore dans les Destiny's Child et à cette époque-là tout le monde était amoureux d'Aaliyah. C'était vraiment quelqu'un sur qui il n'y avait jamais de mots négatifs de dit en fait. La fille elle était gentille, elle était belle, elle était vraiment aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle était simple, elle se prenait pas la tête, elle donnait sa chance en fait à n'importe quel type également qui voulait sortir avec elle. J'entends par là qu'elle ne regardait pas spécialement le physique. Par contre, vous pouviez vite atterrir dans la friend zone si ça collait pas quoi. Et justement, Dash, à l'époque où il a rencontré Aaliyah, qu'il est sorti avec elle, il y avait aussi Jay-Z qui tournait beaucoup autour d'Aaliyah. Il y avait également Timbaland aussi qui était amoureux d'Aaliyah. C'est assez mignon d'ailleurs parce qu'elle avait, je crois, 17-18 ans. Lui, il en avait 23 et il se trouvait trop vieux pour elle. Du coup, il s'est dit, je serai le grand frère. À la mort d'Aaliyah, Timbaland a même fait une dépression et il a épousé sa femme parce qu'elle ressemblait à Aaliyah. Il a perdu l'inspiration et la motivation, tout comme d'ailleurs Missy Elliott, qui a également très mal vécu le décès d'Aaliyah. Dash de son côté, il a carrément suivi une thérapie, il est parti en dépression quand elle est décédée et il regrette de ne pas avoir été là pour la protéger. Et pourquoi justement je vous parle de Jay-Z? Beaucoup disent que Aaliyah sortait avec les deux en même temps ou d'abord Jay-Z et après Dash, c'est pas très clair. Mais que finalement elle a préféré Dash. Et c'est là que ça va un petit peu, on va dire, faire jaser dans le milieu du rap. C'est que apparemment Aaliyah serait donc à l'origine de la brouille qu'il y a eu entre Dash et Jay-Z. Moi, la version que j'ai entendue et qui me paraît être la plus plausible, c'est que effectivement il y a eu une brouille quand Jay-Z a enregistré l'album Best of Both Worlds avec R. Kelly. Parce que forcément, Dash, R. Kelly, fallait même pas lui en parler. Donc le fait que Jay-Z fasse un album en duo avec R. Kelly, sachant tout ce qu'il avait fait à Aaliyah, ça a été la fin de leur amitié, de leur collaboration. D'ailleurs, Dash dit que Aaliyah parlait très peu de sa relation avec R. Kelly, qu'elle en était
traumatisée. On a aussi récemment son oncle Barry Ankerson qui a reparlé un petit peu de toute cette histoire avec R. Kelly, également sur Hype Williams. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit dans une interview qu'il ne voulait pas qu'Aaliyah travaille avec Hype Williams, donc celui qui a réalisé son clip Rock the Boat. Et la raison était toute simple, c'est parce que Hype Williams avait déjà travaillé avec R. Kelly et qu'il ne voulait plus du tout que sa nièce ne gravite avec qui que ce soit en lien avec R. Kelly. Seulement d'après lui, d'après oncle Barry, ce serait la mère d'Aaliyah qui aurait insisté que ce soit Hype Williams le réalisateur. C'est là où on en revient un petit peu à la mère d'Aaliyah, où je vous dis qu'elle est pas très clean. Étant donné que c'était elle, le manager d'Aaliyah, il y a certains choix qui ont été faits que l'oncle Barry ne comprend pas. What has your sister done that you oppose, that bothers you? I really can't get into that. Were you aware of the issues going on with R. Kelly when they were going on? No. Do you think anyone in the family was? Yes, I think my sister knew a lot more than what we thought she knew. Je vous rappelle que Dana Houghton a refusé de parler, notamment sur le documentaire Surviving R. Kelly, ni même dans aucune interview en fait concernant R. Kelly et sa fille Aaliyah. Ça revient aussi un petit peu à ce que dit Dash dans cette interview qu'il a faite en balançant sur Hype Williams et Lenny Kravitz à propos du jet. But what I was really more tight about was that I had heard that Lenny Kravitz had offered her a jet and that Hype had took the jet. So that's what really pissed me off about the situation when I heard about that. So you could ask Hype about that. That's what I said. Have you ever talked to Hype about it? Yeah. And how did that conversation go? Ask him. But I also am asking you. Yeah, but ask him. I feel like you had some things to say to him. Because of my respect for Aaliyah and her family, so out of respect for her memory, I don't say a lot of things. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis tombée sur une vidéo de la chanteuse d'R&B Jaguar Wright qui a apporté un témoignage assez troublant sur le jour du crash d'Aaliyah. Je vais vraiment pas m'étaler dessus parce que tout ce qu'elle dit n'est pas pertinent par rapport à tous les éléments qu'on a. Je sais pas si elle est complètement stable ou si vraiment ce qu'elle dit, on peut en prendre et en laisser. Mais en tout cas, concernant ce témoignage-là sur Aaliyah, je n'ai rien trouvé qui puisse confirmer de près ou de loin ce qu'elle dit par rapport au départ précipité d'Aaliyah. Et maintenant, j'en viens à la partie que j'aime le moins, je vous le cache pas, c'est la partie des théories sur le décès d'Aaliyah. La première théorie inclut le satanisme et les Illuminati. Il est dit qu'Aaliyah aurait été sacrifiée pour que les Illuminati prospèrent. Bon là après on y croit ou on n'y croit pas. On en parle beaucoup autour de la mort d'Aaliyah. Et une autre théorie aussi, ce serait la théorie du sacrifice du sang. Alors celle-là, elle est lourde, hein, attention. Donc en fait selon les adeptes de cette théorie, Aaliyah aurait pactisé avec le diable pour avoir gloire, richesse, tout ça. Sauf que le tribut de cette gloire aurait été donc le sang, un sacrifice humain. On a demandé à Aaliyah de sacrifier son frère, sauf qu'elle n'a pas voulu le faire. Et il y en a plusieurs qui disent que l'album Aaliyah en rouge, ça symbolisait justement le sang, le sacrifice du sang, le meurtre spirituel, que le fait qu'elle s'habillait tout le temps en noir vers la fin montrait qu'elle savait qu'elle était condamnée, que même la reine des damnés était un clin d'œil au satanisme dans le showbiz, bref, et que pour échapper à tout ça, elle voulait justement introduire l'industrie du cinéma, mais l'industrie du cinéma et l'industrie musicale, c'est la même chose, du coup elle ne pouvait pas échapper, et du coup sa mort aurait en gros payé la dette en sang qu'il fallait, et cette mort du coup aurait profité à Hype Williams, qui apparemment a vu sa carrière décoller après le décès d'Aaliyah, ainsi qu'à Beyoncé, à Jay-Z et à d'autres. Ensuite, on a une autre théorie, c'était qu'il n'y avait pas assez de place pour deux reines du R&B, en plus de femmes noires, à savoir donc Aaliyah et Beyoncé, et que donc il fallait en sacrifier une, et comme Aaliyah savait trop de choses justement sur les Illuminati, et bien donc on l'a sacrifiée elle. Voilà. Et dernière théorie, encore les Illuminati, donc un coup de Jay-Z et de Damon Dash cette fois-ci, donc son petit ami. Là, la théorie c'est que Aaliyah aurait refusé donc de vendre sa pureté et son âme afin de devenir la nouvelle star de la musique, et que du coup ce serait Jay-Z le responsable de sa disparition pour pouvoir couronner Beyoncé à sa place. D'où le fait que sa carrière à Beyoncé est décollée 2 ans après le décès d'Aaliyah. Il y en a même qui se sont amusés à écouter la chanson Rock the Boat
à l'envers. Et apparemment, ils ont réussi à entendre « Tu as toujours voulu Beyoncé, je suis fatiguée de toutes ces conneries, je ne rentrerai pas là-dedans, je ne ferai plus ça. » Je l'ai écouté. Je vous cache pas, j'étais jusqu'au bout. Hein. Je vous dis, quand je rentre dans une investigation, j'investigue, je Sherlock Holmes jusqu'au bout. J'ai pas vraiment entendu ça. Hein. Je pense qu'on peut entendre un petit peu ce qu'on veut quand on cherche, mais bon, moi ça m'a rendu très sceptique tout ça. Et d'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui disait, dans la toute première seconde du clip de Rock the Boat, on voit un crâne dans les nuages à l'envers. Alors je vous cache pas que du coup j'ai arrêté à la première seconde et j'ai carrément retourné mon ordi pour voir. Alors je vous mets la photo, effectivement j'ai réussi à apercevoir un crâne très mal fait, mais bon, hein, bon. Par contre, le seul truc où effectivement j'ai tiqué moi aussi, c'est un espèce de rêve un peu prémonitoire qu'elle a fait. Elle en parle dans une interview qu'elle a donnée à Paris, mi-juillet 2001. Il fait noir dans mon rêve préféré. Quelqu'un est après moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur. Puis d'un coup, je décolle. Je vole loin. Loin. C'est comme nager dans les airs. Libre et sans aucun poids. Personne ne peut m'atteindre, personne ne peut me toucher. C'est une sensation merveilleuse. Je suis alarmée par ce rêve en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je veux parfois m'échapper de la vraie vie? Mais de quoi? Du succès ou de la pression du show business? Non, je profite de chaque seconde de ma célébrité. Si je pouvais revenir en arrière dans ma vie, je ne changerais rien. C'est vrai que ce rêve, il est troublant. Il est très troublant quand on sait ce qui s'est passé 2 mois après. Et d'ailleurs, quand on regarde également le clip Rock the Boat, alors moi, c'est pas l'histoire du crâne dans les nuages hein, qui me fait un peu tiquer. C'est plutôt la dernière scène, justement, du clip. On la voit nager, un peu comme dans son rêve, en fait. On dirait qu'elle nage dans les airs et on la voit remonter vers la lumière comme un ange qui montrait au ciel. Ça donne vraiment la chair de poule, mais en tout cas c'est sur cette dernière image et dernière note que je vais conclure cette vidéo, qui je pense a été longue et que sûrement je vais raccourcir au maximum. Mais encore une fois, hein, je vous exprime ma frustration de ne pas pouvoir encore faire de live pour pouvoir vraiment aller en profondeur dans tout ce que j'ai trouvé quoi. Mais j'espère en tout cas vous avoir apporté un maximum d'éléments. En tous les cas, je vous demande juste comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, de me le dire en commentaire, ou si vous n'avez pas trop le temps, juste de lâcher un petit pouce. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, faites très attention à vous. Je vous embrasse fort. Mouah. Bisous, ciao.